Bienvenue sur le ring, l'ODJ TV Radio, Nabil Adel. Bonjour. Professeur Nabil Adel. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté de monter sur le ring pour cette émission de reprise, de rentrer avec vous. Professeur Nabil Adel, je rappelle, directeur du groupe de recherche en géopolitique et géoéconomie à l'ESCA. Merci pour l'invitation. Merci d'avoir accepté. Je rappelle que les trois rounds thématiques. Première round thématique, dialogue social ou dialogue de sourds. C'est l'actualité du moment avec cette deuxième hausse du SMIC. Donc vous nous direz un petit peu, à la fois sur la forme et sur le fond d'ailleurs, ce que vous en pensez. Deuxième round, une rentrée politique sous tension avec un point d'interrogation. Et troisième round, Afrique avec cette succession, j'allais dire, de coups d'État, de tout ce qui peut se passer aujourd'hui, avec en lumière aussi toujours ce conflit ukraino-russe qui perdure, des BRICS aussi que vous avez suivi de très près, la dédollarisation qui serait en route. Donc bref, un petit peu tout ça, est-ce qu'il y a de nouvelles alliances stratégiques et de nouvelles cartes diplomatiques qui vont être redistribuées, vous nous direz également. Mais sur le premier rang, dialogue social ou dialogue de sourds pour vous, Nabil Adel? Écoutez, ce n'est pas un dialogue. On n'est pas en présence d'un dialogue, on est en présence d'une partie qui dicte ses conditions à une autre partie. Nous avons un gouvernement qui dicte ses conditions au patronat. Et quand c'est au patronat d'exprimer des vœux, c'est toujours des promesses qu'il a en retour. Alors, l'augmentation du SMIC n'est pas anodine. C'est un acte qui est profondément économique avec des conséquences sociales. Alors, quand on sait que depuis le gouvernement Belkiran, pour ne s'arrêter qu'à cette phase d'analyse, nous avons eu à chaque gouvernement 10% d'augmentation du SMIC. Donc nous sommes à 30% d'augmentation. Une augmentation de salaire, c'est quoi? C'est la contrepartie d'une augmentation de la productivité. Et pas pour couvrir des niveaux de vie. Ça, c'est une école de pensée économique. Certains considèrent qu'une augmentation du SMIC ne doit pas être forcément adossée à une hausse, ou en tout cas à la productivité. Non, elle doit être adossée à la productivité. Sinon, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Vous avez beaucoup de choses qui vont commencer à s'additionner. Vous augmentez le salaire, le coût du travail avec tout ce qui est social, l'AMO, l'indemnité de perte d'emploi, toutes les charges sociales, le coût de l'énergie, le coût de l'emprunt. Et puis, qu'est-ce que vous êtes en train? Vous êtes en train de tirer l'entreprise vers le bas, et surtout la PME. Donc, vous avez deux choses. Soit vous allez avoir une rafale de fermeture, je ne dis pas que ça c'est à cause uniquement du SMIC, mais entre autres. Ou bien, vous avez des gens qui vont commencer à développer de l'emploi précaire. C'est-à-dire que concrètement, Nabil Adel, vous êtes en train de dire la décision d'augmenter le SMIC, parce que je rappelle que c'est la deuxième tranche d'augmentation du SMIC de 5% à partir du 1er septembre, il ne faut pas la voir et l'analyser de manière isolée. Isolée, d'abord, elle n'est pas bonne. Ce n'est pas une bonne décision à prendre. C'est pas une bonne décision à prendre. Pour une raison très simple, c'est qu'une augmentation de salaire ne doit pas être la conséquence d'un acte administratif. Elle doit refléter une certaine réalité économique. Maintenant, pourquoi augmenter de 5? Si la productivité a augmenté, on peut aller à 10, 15, 20. C'est la raison pour laquelle le SMIC lui-même n'a aucun sens. Il ne fait que qu'encourager le travail précaire. Je vous donne un exemple. Quand vous me dites que le SMIC est à 3100 et quelques. 3111 dirhams à partir du 1er septembre par mois. Et que vous avez des gens qui sont prêts à travailler à 2500. Qu'est-ce que vous leur dites? Vous avez le choix entre 0 et 3100. Donc il y a toute une partie qui va se situer entre 0 et 3000, qui ne pourra pas avoir accès au marché du travail. Mais vu que ce sont des gens qui doivent manger, se déplacer, avoir une vie, ils vont aller vers l'informel. Donc vous dites, en fait, cette hausse du SMIC, cette nouvelle hausse du SMIC peut encourager une forme de précarité et voir l'emploi informel. Les précarise le travail, parce que les gens ont besoin de se nourrir. Si on ne peut pas avoir 3000 dirhams, parce que c'est trop cher pour une TPE qui fait moins de 100 000 dirhams ou de 100 000 dirhams de chiffre d'affaires, ben on va aller vers le travail sous-déclaré, au travail précaire et à l'informel. En tout cas, cette nouvelle hausse du SMIC, grosso modo, le nombre de bénéficiaires, en tout cas, est directement concerné par cette hausse du SMIC. C'est à peu près 1,5 million de personnes. C'est pas rien. C'est à peu près 50% des personnes déclarées à la CNSS. C'est pas rien. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous augmentez mécaniquement le coût du travail. Alors maintenant, qu'est-ce qu'a eu la CGM en contrepartie? Alors aujourd'hui, la CGM ne représente plus personne. À part un clan familial, on a vu le scandale du conseil d'administration, elle ne représente pas grand monde. C'est qu'aujourd'hui, quand vous donnez depuis 10 ans, parce que vous parlez au nombre de milliers de TPE et de PME, vous êtes en train de prendre dans leur poche pour donner à nos compatriotes une augmentation du SMIC. En période d'inflation, c'est pas mal. C'est pas mal, mais attention, attention, on n'a rien sans rien. On n'a rien sans rien. Vous donnez d'un côté, vous devez prendre de l'autre. Alors, si les marges n'augmentent pas, si les prix n'augmentent pas,
Si les coûts des intrants augmentent, vous finissez par mettre à genoux vos entreprises. Alors maintenant, qu'est-ce qu'a eu la CGM en contrepartie? On devait avoir la flexibilisation des mouvements du travail, l'emploi l'emploi et le licenciement. Donc, pour le moment, on n'a que des promesses. On n'a rien vu venir. Mais certainement que Cheikh Blahel, j'ai pris dans la CGM, a eu pas que des promesses, des garanties. Non, mais c'est quoi les garanties? Younes Khoury, ministre en charge de l'emploi et qui pilote justement ce dossier dialogue social, a fait savoir, il s'est déplacé à la CGM vendredi dernier, que le projet de loi sur le droit de grève serait dans le pipe et le circuit parlementaire serait quasi-finalité et dans le circuit parlementaire à partir du mois d'octobre. Donc ça veut dire que nous avons une CGM qui ne sait pas négocier. Dans ce cas, je n'augmente pas jusqu'à ce que j'ai quelque chose. Parce que moi, qu'est-ce que j'ai fait en tant que CGM? J'ai honoré une partie de mon engagement. J'ai fait une première augmentation de 5%. Alors maintenant, il est où le vôtre? Ne me demandez pas de... C'est-à-dire que vous reprochez à la CGM d'avoir cédé à quoi? Trop facilement. À la pression des syndicats ou à la pression de l'exécutif? Les deux, parce que l'exécutif, ce n'est pas lui qui va payer de sa poche. Ce sont les entreprises privées qui vont payer de leur poche. Et je vais dire une chose. Si, admettons, pour une raison ou pour une autre, ça ne passe pas. Après tout, le gouvernement, même s'il y a une majorité, il peut y avoir plusieurs raisons qui font que ça ne passe pas. On ne le vote pas. Et on aura augmenté le coût du travail, sans avoir quelque chose en face. Ce que je veux dire, c'est que les équipes actuellement au sein du CGM n'ont aucune colonne vertébrale doctrinale. Parce qu'aujourd'hui, de quoi on parle? Soit TVA, soit SMIC, soit rien du tout. Je vais vous donner un exemple très simple pour que les téléspectateurs comprennent de quoi il s'agit. Quand on lance des plans sectoriels, Sa Majesté, il a initié un certain nombre de plans sectoriels. Qui c'est qui doit faire ça en principe? C'est la CGM. C'est assez jeune, c'est son travail. C'est-à-dire comme partenaire. Non, c'est les principaux parce que c'est eux qui vont investir. Or, aujourd'hui, au lieu de parler de rattrapage industriel, de rattrapage technologique, comment on fait pour accélérer le développement du pays? Comment faire parce que nous avons des accords de libre-échange avec 2 milliards de consommateurs dans le monde? Comment faire pour en profiter? La CGM est absente de ces débats. Mais en même temps, par rapport à l'hausse du SMIC qui a été donc décidée, et donc il y a les décrets qui doivent paraître dans le bulletin officiel dans les prochains jours, voire les prochaines semaines, pour que ce soit effectif. Est-ce qu'on peut reprocher aussi à la CGM d'avoir accepté une nouvelle augmentation du SMIC? Parce que s'ils ne l'avaient pas fait, on aurait dit voilà, ces patrons sont méchants, sont pas gentils et refusent en fait d'augmenter le SMIC, y compris en période inflationniste. Donc deux choses. D'abord, je dois féliciter le gouvernement et les syndicats. Ils savent très bien négocier. Vous dites ça avec ironie ou pas du tout? Avec beaucoup d'ironie. Ils savent négocier. Ils savent soutirer ce qu'ils veulent. Maintenant, un patron, il prend des décisions en fonction de ce qui est bien pour les patrons qu'il représente, pas en fonction de ce qu'on va dire. Et aujourd'hui, est-ce que le tissu économique s'est rétabli de la Covid, s'est rétabli de l'inflation, pour qu'on vienne lui ajouter un nouveau boulet? Et si aujourd'hui le patron dit « moi je vais prendre cette décision » pour qu'on ne le dise pas, que le patron a refusé d'eux, ça veut dire qu'il ne représente pas les patrons, il représente les syndicats. Donc autant la CGM doit devenir un syndicat de travail, pas de patron d'entreprise. En tout cas, c'est le syndicat des patrons et du patronat. C'est censé être. Charge en tout cas, cette nouvelle hausse du SMIC, c'est à peu près entre 2,3 et 2,5 milliards de dirhams que représente cette deuxième hausse du SMIC. Supportable ou pas supportable selon vous? Non, pas du tout. Pour l'entreprise? Pas du tout. L'entreprise n'est pas encore sortie de la Covid. Et à peine elle a commencé à respirer qu'elle a eu cette vague inflationniste. Les incertitudes au niveau géopolitique. Et donc aujourd'hui, on lui demande non seulement, vous savez, c'est quelqu'un qui avait déjà des poids sur les épaules, et au lieu de le soulager, il monte sur la montagne. Au lieu de le soulager, on lui met encore des... Donc pour vous, même si c'est une augmentation du salaire minimum, ce qui va dépasser les 3 000 dirhams, 3 111 dirhams, je le rappelle, oui, en fait, c'est pas une fausse bonne idée, mais une mauvaise idée tout court. Une mauvaise idée tout court. Et que ça va renchérir le coût du travail, donc ça peut impacter la compétitivité. Non, surtout la survie. Attention, on n'est même pas dans la compétitivité là. La survie de beaucoup d'entreprises, aussi on va précariser le travail. Si on a beaucoup de gens qui ne déclarent pas, c'est qu'ils trouvent que le coût du travail est très élevé. Mais redonner un petit peu d'argent à 1,5 million de personnes, est-ce que ça vaut pas le... Il faut que ça soit la contrepartie d'une augmentation de productivité. Moi, par exemple, quand vous recrutez quelqu'un
Vous le recrutez en fonction de ce qu'il va faire pour vous comme travail. S'il vient vous dire, écoutez, votre salaire ne me suffit pas parce que moi j'ai des dépenses de temps par mois, qu'est-ce que vous allez lui dire? Mais Vous allez lui dire non, c'est pas... Relever le seuil minimum en matière de dignité aussi. De dignité. La dignité. C'est le revenu aussi de la dignité, le revenu du travail, le salaire minimum, parce qu'en échange, il y a un travail, il y a une rémunération. Non, ça c'est un choix politique. La dignité, elle s'acquiert par le travail. Je veux être payé en fonction du travail que je vous donne, pas en fonction d'une décision administrative. Mais je vais être payé aussi pour pouvoir au moins essayer de faire face à mes besoins et à mes dépenses. Ce n'est pas comme ça qu'on gère les choses. Parce que qu'est-ce qui se passe? Qui est le premier perdant dans cette histoire? Vous avez les patrons, vous avez aussi les salariés. Parce qu'un salarié qui donne plus en matière de productivité, on lui dit de toute manière vous allez avoir 5%, il peut avoir plus. Donc aujourd'hui, là où on pense régler le problème, on ne fait que l'accentuer. Parce que qu'est-ce qu'on fait? On précarise d'abord le travail, puisque les gens vont aller vers le noir, vont aller vers l'informel, vont aller vers la sous-déclaration. Donc on ne rend pas service aux salariés. Puis surtout, on pense à ceux qui sont déjà en poste, mais on ne pense pas aux chômeurs. Parce que plus vous augmentez la barrière à l'embauche, à travers beaucoup de réglementations, plus vous réduisez le nombre de personnes qu'on va recruter. Dernière petite question, on va passer au deuxième round. Professeur Nabil Adel, sur le fait que donc on va se retrouver avec un salaire minimum, le SMIC, à 3111 dirhams, et on va se retrouver également avec une constante qui est structurelle d'ailleurs, le salaire moyen dans le privé, qui est autour de 4500 dirhams. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec un gap qui se réduit entre le salaire minimum et le salaire moyen dans le privé. C'est ça ce qui est grave. C'est qu'aujourd'hui, le salaire minimum, le salaire moyen reflète une productivité de l'économie. Le salaire minimum représente une décision administrative. Okay. Et donc, tant qu'on n'arrive pas à augmenter les revenus des gens par le fruit de leur travail, et dans ce cas, moi je ne suis pas contre une augmentation de 10, 15, 20% si leur productivité le justifie. Maintenant, prendre une décision administrative, vous n'imaginez pas la casse que ça fait dans l'économie. Parce que moi, quand je suis un patron, quand j'ai un bon élément, je n'ai pas besoin de la loi pour l'augmenter, parce que sinon j'ai peur qu'il aille à la concurrence. Donc c'est moi qui l'augmente. Mais je l'augmente en fonction d'un carnet de commandes, en fonction d'une structure de coût, en fonction d'un cycle d'exploitation. Donc je l'augmente d'une manière organique. L'augmentation du SMIC par décision administrative est une augmentation d'une manière mécanique. En tout cas, qui sera effective à partir donc effective depuis le 1er septembre, dans l'attente des décrets de publication au niveau du bulletin officiel. On passe au deuxième round, qui est un petit peu en relation, Nabil Adel, avec le premier axe, c'est le premier thème. Deuxième round, une rentrée politique sous tension, le retour des vacances, rentrée scolaire, l'inflation, même si effectivement elle est autour de 5%, on est sur une vraie décélération depuis quelques mois. Mais parallèlement à cela, on a une des 5 hausses consécutives du prix des hydrocarbures, donc c'est la rentrée scolaire aussi, avec l'augmentation des prix en matière des frais de scolarité, en tout cas pour le secteur privé, des manuels scolaires. Donc on se retrouve avec une rentrée compliquée une fois de plus. Oui, compliquée, mais pour beaucoup de nos compatriotes, le gouvernement doit faire quelque chose, notamment en matière de contrôle des prix. Il y a beaucoup de gens qui profitent de l'inflation pour augmenter indépendamment de l'augmentation de leurs intrants, juste parce que... Là, il y a une loi aussi sur la liberté des prix qui permet de toute façon à tout à chacun de fixer les prix en fonction de l'offre et la demande. On est bien d'accord, il n'y a pas de... Non, à condition de respecter les règles de la concurrence. OK. Et donc c'est pour ça que vous avez aussi une loi sur la concurrence. Donc il ne faut pas qu'il y ait d'entente. Il faut laisser le marché réguler. Maintenant, quand il y a des ententes, là, on doit intervenir pour casser. En général, quand le marché régule, qu'est-ce qu'il vous donne? Il vous donne le vrai prix des choses. Ça peut être élevé, mais il vous dit c'est ça le vrai prix. Ce qui fait mal, c'est quand on augmente des prix artificiellement. Juste parce que nous sommes 4 ou 5 opérateurs qui nous mettent d'accord, et qui augmentent artificiellement les prix. Mais pour moi, le vrai sujet, ce n'est pas ça. Naturellement, c'est un poids. Mais c'est la réforme de l'enseignement. Ok, au bout de 15-20 jours, on ne parlera plus de la rentrée scolaire. Mais c'est l'avenir des enfants qui sont à l'école aujourd'hui. Il y a une réforme qui est en cours, Cheikh Ibn Moussa s'est exprimé là-dessus, la réduction de la déperdition scolaire et de l'abandon scolaire d'un tiers, des indicateurs chiffrés. À chaque fois que je vois une réforme portée par un ministre, je me dis c'est bon, c'est la bonne. Parce qu'aucun ministre ne va vous présenter une réforme qui ne soit pas alléchante dans les principes, dans le PowerPoint. Maintenant, nous avons une réalité. C'est qu'aujourd'hui, par exemple, je prends un exemple tout simple, la rentrée de 2023-2024, nous sommes toujours perdus d'un point de vue linguistique.
Est-ce qu'on va faire l'arabisation, la francisation, l'anglicisation? On ne sait pas. Et alors que c'est la base. Donc nous sommes encore engloutis par des débats qui n'en finissent pas et qui coûtent à plusieurs centaines de milliers de Marocains, parce qu'aujourd'hui on parle de 7-8 millions d'élèves entre dans tous cycles confondus, 8 ou 9 tous cycles confondus. Et aujourd'hui, c'est de ça qu'il faut parler. C'est qu'aujourd'hui, nous fermons les classements en matière de PISA, Shanghai, tout ce que vous voulez. C'est ça le sujet. C'est comment faire pour chaque ébéniste en charge justement de cette rénovation éducative, lui mettre l'accent sur réduire au maximum, en tout cas, parce qu'il s'est fixé l'objectif d'un tiers, l'abandon scolaire. Je rappelle que c'est toujours autour de 320, 330, 340 000 élèves qui quittent prématurément l'école chaque année. Le fait aussi de mettre l'accent sur les matières fondamentales. Parce que vous avez fait référence à ces classements internationaux, c'est-à-dire lire, écrire et comprendre ce qu'on lit et ce qu'on écrit. Dans quelle langue Dans quelle langue? Est-ce que vous vous rendez compte que nous n'avons pas encore réglé ce problème? C'est dans tous les pays du monde. C'est très simple. Vous allez en Espagne, il faut que j'apprenne à lire, à écrire et à compter en espagnol. En France, en Hongrie, en Bulgarie, en Chine, en Vietnam. Mais nous, tant qu'on a cette déperdition linguistique, l'élève doit lire et apprendre. Aujourd'hui, on a ajouté la mazir, le français, l'arabe, l'anglais. L'anglais qui est prévu également. Alors, vous rendez compte que quelles que soient les capacités intellectuelles de cet enfant, on le perd. Dans tous les systèmes qui se respectent, vous ne commencez à apprendre une deuxième langue qu'au bout du CE2. Voilà, CE2, CM1. Vous apprenez d'abord votre langue maternelle. Vous apprenez à la lire, à l'écrire, à raisonner avec. Parce que ce qui est important, c'est pas la langue, c'est le vecteur que porte la langue. C'est la pensée, voilà, c'est la pensée, c'est la critique, c'est la synthèse, c'est l'analyse, ainsi de suite. Donc vous, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez un enfant, 5-6 ans, et vous lui mettez 3 ou 4 langues en même temps. Il n'en garde aucune. Donc tant qu'on n'aura pas réglé ces problèmes fondamentaux, ça ne sert à rien de lancer de grands objectifs. Vous, Nabil Adel, donc cette rentrée, je rappelle la thématique rentrée politique sous tension, oui, effectivement, cette rentrée, c'est d'abord pour vous en tout cas la rentrée scolaire, elle est marquée par le fait que la question des langues et l'enjeu linguistique n'est pas réglé, entre autres. Alors qu'il y a une réforme qui est en cours. Entre autres, vous avez le remplissage des classes, vous avez le statut de l'enseignant, vous avez quelle technologie on met à la disposition des élèves aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui on passe dans le digital, alors quelle technologie on fait en learning. Et puis vous avez aussi un autre élément. Aujourd'hui, quand on prend le système secondaire, quand on arrive au bac, les seules possibilités qui s'offrent aux Marocains, c'est le français. Aussi bien la France en tant que destination pour nos étudiants, que le français en tant que langue d'apprentissage. Et on se coupe de tout le monde anglo-saxon. Mais c'est prévu. Il y a des choses qui sont prévues sur les 2 prochaines années. C'est mal prévu. Excusez-moi, je vous donne, et je peux en parler parce que moi je suis enseignant. On ne commence pas, on ne généralise pas une langue depuis la base de la pyramide. On la généralise depuis le haut de la pyramide. C'est-à-dire qu'au lieu de faire l'anglais à partir du collège, c'est une mauvaise idée. C'est le faire à partir du lycée? À partir du supérieur. Le faire en tant que langue. Mais dès le bac, au lieu d'enseigner en français, j'enseigne en anglais. Pour une raison très simple. D'abord, la population est plus réduite. On parle de 300, 400 000 qui arrivent chaque année dans les différents cycles du supérieur. Et puis, c'est une population mature. Et puis, le personnel à former est beaucoup moins nombreux. Et c'est un personnel de l'enseignement supérieur. Donc, c'est un personnel qui maîtrise la matière. Encore faut-il avoir un nombre suffisant d'enseignants maîtrisant l'anglais pour pouvoir enseigner cette langue et enseigner les matières avec la langue de Shakespeare. Vous comprendrez, Rachid Hallaoui, qu'on en aura encore moins si on s'attaque à la base de la pyramide. Donc pour vous, c'est cette rentrée politique sous tension, parce que vous dites la problématique des langues, en tout cas l'enjeu linguistique important. Il faut le régler. Pour vous, c'est extrêmement important. Il faut le régler. Nous sommes des Marocains, nous sommes des musulmans, nous sommes des Arabes. L'arabe doit être le centre du dispositif d'enseignement. Naturellement, on peut toujours s'ouvrir à d'autres langues. L'arabe littéraire ou le darija? Non, l'arabe littéraire et le darija, ce n'est pas une langue. En même temps, c'est la langue la plus parlée dans notre pays. Non, mais ce n'est pas une langue. C'est la langue. Non, c'est un dialecte. Oui, mais c'est le dialecte linguistique le plus parlé dans notre pays. Donc certains considèrent aussi que faire un débat sur l'école et sur les langues, en mettant de côté le dialecte darija qui est le plus parlé, est-ce que ça a du sens aussi? Non, ça n'a aucun sens. Parce que vous ne pouvez pas faire une thèse sur la masse monétaire et la circulation au Maroc en darija. Vous pouvez le faire en arabe classique, vous ne pouvez pas le faire en arabe dialectal, sinon vous allez abrutir les gens.
La Darija, c'est un vecteur de communication pour faciliter. Mais en tant que vecteur de la pensée, pour développer des concepts complexes et les assimiler, transmettre et les mettre en œuvre, non, la Darija, c'est une régression considérable. Donc rentrée politique sous tension pour vous, oui, parce que la question l'enjeu des langues, c'est entre 7 et 8 millions d'élèves qui sont, à la fois publics et privés, qui sont paumés linguistiquement. Qui sont perdus linguistiquement. Vous dites, voilà, vous tirez la sonnette d'alarme à ce niveau-là. Et puis juste d'un point, ça me permettra de faire le lien avec le troisième axe, c'est même d'un point de vue géopolitique. Une puissance qui se veut une puissance, telle que le Maroc, ne peut pas utiliser le logiciel linguistique d'une autre puissance. Il doit utiliser le sien. Aujourd'hui, nous sommes le seul pays au monde où vous pouvez venir, un Bulgare, il vient au Maroc, il ne connaît ni l'arabe ni le français, au bout de 10 ans, il a appris le français, il n'a pas appris l'arabe. C'est une folie. Et mieux encore, nous sommes arrivés au stade suprême, je ne sais pas comment qualifier ça, où des gens viennent ici, préparent leurs études, préparent les concours, et partent en France. Alors que dans tous les pays du monde, non, je ne parle pas de Marocains, je parle de d'autres pays. Oui. Alors que dans tous les pays du monde, vous voulez étudier dans un pays, vous allez en Russie par exemple, vous allez faire un an de russe. Et là, vous pouvez accéder au système russe. Mais pourquoi? Ce n'est pas qu'une question de langue. C'est comme ça que je diffuse ma culture dans le monde. C'est-à-dire ceux qui ont parlé ma langue et qui ont appris dans ma langue, demain, ils vont défendre mes intérêts dans leur pays. Maintenant, quand on prend une autre langue, qu'est-ce qu'on dit en général? On préfère l'original à la copie. Généralement, même si c'est des belles copies. Troisième round, Nabil Adel, justement, Afrique vers une redistribution des cartes diplomatiques. On a effectivement un monde et des blocs régionaux à travers le monde qui restent très mouvants, comme des plaques tectoniques, donc ça bouge un petit peu dans tous les sens. Depuis 2020, c'est 8 coups d'État, en tout cas sur le continent. Depuis février dernier, c'est ce conflit ukraino-russe qui perdure. Certains d'ailleurs y voient une guerre qui, pas de 100 ans, mais en tout cas qui pourrait s'inscrire dans la durée. On a eu cet été ce grand rassemblement aussi anti-dollar avec les BRICS qui ont demandé à un certain nombre de pays de venir les rejoindre, comme les Émirats Arabes Unis ou l'Arabie Saoudite, donc vers une dédollarisation avec une nouvelle banque aussi qui est sur pied pour pouvoir aussi un petit peu casser ou en tout cas réduire l'hégémonie du FMI et de la Banque mondiale. Donc on voit bien qu'il y a beaucoup de choses qui bougent. Vous qui êtes expert en géopolitique, est-ce qu'effectivement on est là aujourd'hui, et pour nous d'ailleurs, le Maroc, vers une redistribution complète des cartes et des alliances? Alors, ce qu'on va faire, on va commencer par démêler les vrais sujets de l'enfumage médiatique. L'enfumage médiatique. Il n'y a pas de dédollarisation. Il n'y a pas de dédollarisation. Même la banque des BRICS, le New Development Bank, son capital est libellé en dollars. Et le gros des avoirs des Chinois à l'extérieur est libellé en dollars. Donc les Chinois premiers, sans la Chine, les BRICS ne sont rien. Donc la première puissance au sein des BRICS n'a aucun intérêt à ce que le dollar s'effondre. Bon, on essaie de créer un peu d'équilibre, mais entre ces pays-là, il n'y a rien de commun. Ni politiquement, ni géopolitiquement, ni économiquement. Pourtant, il y a des critères communs d'éligibilité. Non, ce sont des critères assez généraux. Genre prestige, genre, voilà, il n'y a rien de concret. Par exemple, quand les pays européens ont voulu faire la monnaie unique, c'était des critères précis. Inflation moins de 3%, endettement 60%. Voilà. C'est pas forcément respecté d'ailleurs. Mais non, ça a été respecté au moment de l'adhésion. Maintenant, après, c'est un autre sujet. Là, on ne sait pas. On ne sait pas sur quel. Donc, alors, on va dire que c'est un club, c'est un rassemblement. On va se voir, parler de sujets divers et variés. Mais aujourd'hui, parler d'une monnaie commune et d'un accord à minima, non, c'est même pas le cas. En tout cas, il y a quand même la volonté d'essayer de s'extirper, je veux dire, le plus possible du dollar et de l'hégémonie du dollar sur le monde, de la part de ces pays BRICS. Aujourd'hui, la Chine, qui est le porte-flambeau de ce rassemblement, a plus d'1 trillion de dollars en bons du trésor américain, libellés en dollars. Donc tout effondrement du dollar va faire en sorte que les Chinois vont perdre leur épargne. Maintenant, on peut gesticuler un peu pour dire voilà, ça fait un peu hippie, on veut changer le monde. Mais la réalité, c'est que le dollar est bien ancré. Même un groupe aussi puissant que l'Europe, avec l'euro, et Dieu sait que c'est un groupe qui est homogène, compact,
géographiquement, économiquement, a du mal à historiquement, peser face au dollar. a du mal. Alors que dire d'économie où vous avez Donc pour vous, BRICS, tout ça c'est de l'enfumage que vous avez qualifié. Non, parce que la dédollarisation. La dédollarisation, ça, c'est l'enfumage. Ça, c'est l'enfumage. Mais BRICS en lui-même, la consolidation, le fait que des pays, comme je le disais précédemment, l'Arabie Saoudite, entre autres, et les Émirats Arabes Unis rejoignent ce club. Est-ce que là, il y a quelque chose qui est en train de bouger et qui, nous, Maroc, devrait nous interpeller? Non, même pas. Pourquoi? Parce que c'est un rassemblement qui a un problème d'identité. Moi, quand je vais en Union européenne, c'est une zone économique et monétaire. Quand je vais à l'Union africaine, c'est un groupement, c'est une subdivision de l'ONU, c'est une organisation continentale. Donc je sais. Avec des sous-blocs régionaux, mais il n'y a pas de monnaie unique non plus sur le continent africain. Mais je sais, j'ai une identité pour l'Union africaine, j'ai une identité pour l'Union européenne, j'ai une identité pour l'ASEAN. Je sais que c'est quoi. Les BRICS, c'est quoi? Ce n'est pas une zone de libre-échange, ce n'est pas une alliance militaire, ce n'est pas une organisation internationale. C'est quoi? C'est un poids économique sur le... Non, mais non. Quelle est la force de ce rassemblement? Quand on se réunit, voilà, on va avoir des positions, mais quelle est leur portée? Ok. Moi, aujourd'hui, pour moi, la CEDEAO a plus de sens pour le Maroc, ou l'UMA, on aurait aimé, que les BRICS. Donc tout ça, les BRICS, c'est très loin de nous, et il n'y a pas de véritable enjeu de toute façon pour le Maroc en tout cas, et pour cette région. Si le Maroc avait présenté sa candidature qui était acceptée, c'est vrai que ça aurait donné une visibilité médiatique dont on aurait besoin pour le soft power, surtout que ça concentre beaucoup d'attention médiatique. Mais en tant que substance réellement, je ne vois pas. Peu de choses. Justement, vous avez fait référence à la CEDEAO qui est en première ligne, parce que je faisais référence précédemment à cette série de coups d'État que connaît le continent depuis quasiment 2020. C'est 8 coups d'État, les plus récents, en tout cas le plus récent c'est le Gabon, fin août, il y a eu le Niger juste un petit peu avant, mais il y a eu aussi d'autres pays précédemment, le Burkina Faso, Guinée, Mali et autres. Est-ce que tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui sur notre continent doit nous interpeller et surtout donner lieu, selon vous, à de nouveaux rapports de force, de nouvelles alliances, ou pas du tout? Alors, il faut comprendre ce qui se passe dans la région. Après la Deuxième Guerre mondiale, vous avez deux blocs qui ont émergé, les États-Unis et l'Union soviétique. Alors, les États-Unis avaient deux alliés, deux principaux alliés. La Grande-Bretagne, qui occupait plus ou moins le Moyen-Orient, et la France, qui occupait plus ou moins l'Afrique. Et donc, la France a toujours vendu à ses partenaires au sein du G7 que je défends vos intérêts en Afrique, mais laissez-moi faire, j'ai mes réseaux, je connais, je suis une ancienne puissance coloniale, et ainsi de suite. Et donc, je pense que la France a survendu ça. Parce que les 10 à 15 dernières années, ou 20 dernières années, vous avez de nouvelles puissances qui ont émergé. La Chine et la Russie. La Chine économiquement, la Russie militairement. Donc, les États-Unis se retrouvent menacés dans cette zone. C'est l'allié sur lequel on comptait pour préserver nos intérêts est en train de se faire éjecter pays après l'autre. Donc, par qui? Par les populations, par les deux. Les pays ou par des puissances les deux. Vous avez étrangères, internationales qui vous avez d'abord les puissances et donc on étrangères. assiste à cette guerre-là en fait. Voilà, sur le terrain. mais qui est portée par un ressentiment de la population. Et c'est là où vous me permettez de faire la conclusion, je vous remercie, sur le rejet de la France par la population. Par certaines populations, parce que je rappelle que c'est pas... beaucoup d'experts et des spécialistes comme vous considèrent qu'en fait tous ces coups d'État dans différentes régions du continent, que ce soit le Sahel, l'Afrique centrale ou l'Afrique de l'Ouest, il n'y a pas forcément de points convergents et communs. Ah si. Pour certains, en tout cas. Dans ce qui s'est passé au Gabon, c'est pas ce qui s'est passé au Mali. Sur la couche supérieure. Mais, toutes les populations sortent pour dire on n'en veut plus. Et là... On veut plus de qui? On veut plus de la France-Afrique. La France-Afrique. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Vous avez la France, depuis la construction européenne, a tourné le dos à l'Afrique. Et donc, du coup, qu'entendent les Africains de la part de la France? Soit un discours paternaliste, soit une monnaie qui les ligote et qui empêche leur développement, soit un discours... Qui empêche leur développement ou alors qui permet, quoi qu'il en soit, à ces pays-là de ne pas s'écrouler, parce qu'on dit qu'effectivement, si le trésor public français n'était pas caution... Ah bon, parce que le Maroc s'était écoulé? Non, parce que le Maroc s'était écoulé. Le Maroc a pris la décision, juste après son indépendance, de créer sa propre monnaie et le dirham. Est-ce que l'Algérie s'était fondée? Est-ce que la Tunisie s'était fondée? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est ça le discours paternaliste, que les Africains ne supportent plus. Qu'est-ce que ça veut dire?
Ça, on n'est pas capable de gérer notre propre monnaie. Tous les pays du monde ont des monnaies, sauf ces pays-là. Non, c'est pas sérieux. Alors, deuxième élément, c'est que vous avez une xénophobie et un racisme qui s'est décomplexé dans les médias français. Or, autant dans les années 60, 70, 80, la diffusion de l'information était limitée, aujourd'hui, ce qui se passe à Paris est entendu directement à Bamako. Et quand vous avez beaucoup de... Voilà, on ne va pas les qualifier, qui sortent dire ouvertement on ne veut plus d'immigration, zéro immigration, là les 3/4 des présidents sont remplis d'arabes et de noirs. Il y a une caisse de résonance au sein des peuples sur le continent. Surtout que ces peuples-là sont de plus en plus éduqués, ils ont de plus en plus accès à l'enseignement et ils ne veulent plus être considérés comme des variables d'ajustement, juste un foyer de matières premières et de marché, et pas des partenaires. Est-ce que pour autant on doit, ou en tout cas vous en tant qu'analyste, et expert en géopolitique, dire voilà, ces mouvements putschistes, en tout cas ceux qui sont à l'origine des différents coups d'État et des putschs, est-ce qu'il faut se dire aussi que c'est une bonne chose pour ces peuples-là? Parce que le vrai sujet, il est là aussi. Alors, voilà, justement. vous dites, voilà, il y a des racines aussi de sentiments anti-français dans un certain nombre de pays du continent, et parce qu'on a vu qu'effectivement la majorité des coups d'État, c'est essentiellement sur l'Afrique de l'Ouest. Mais en même temps, c'est dire, voilà, les peuples, on voit au Gabon, c'est pas le cas. Donc c'est dire, voilà, est-ce qu'aujourd'hui c'est la volonté de ces peuples-là, c'est pas simplement de retrouver le chemin d'être sur le chemin du développement et d'avoir aussi plus de liberté, plus d'égalité. Alors juste je réponds à votre question parce qu'elle est importante. Comment devons-nous nous positionner en tant que Marocains? Maintenant, je vais juste rectifier quelque chose qui a été dit par le président Macron quand il a dit bon, on nous a demandé d'intervenir au Mali et au Burkina, et sans notre intervention, au Niger, et sans notre intervention, ces pays ne seraient pas dans la frontière actuelle. Ils seraient certainement dans les mains de mouvements djihadistes. Très bien. Fin de citation. Ça, c'est la moitié de la vérité. Mais pourquoi on a fait appel à vous? Pourquoi ces pays ont fait appel à vous? Parce que quand vous avez bombardé la Libye et que vous avez fait effondrer le régime, vous avez créé un chaos indescriptible dans la région qui a fait que les djihadistes se sont servis dans les réserves d'armes de Kadhafi pour semer le chaos. Et c'est pour ça qu'on a fait appel à vous. Maintenant, pour répondre à la question sur est-ce que c'est une bonne ou mauvaise chose? Alors d'abord, bonne ou mauvaise chose, et puis effectivement, nous, le Maroc, là-dessus, voilà. Par rapport à tout ce qui s'est passé, tout ce qui se passe aujourd'hui sous nos yeux, dans cette région essentiellement de l'Afrique de l'Ouest, il y a des communiqués qui ont été exprimés par le ministère des Affaires étrangères, qui appellent à préserver la paix et la stabilité dans la région et la sécurité. Alors, on ne va pas reprocher aux gens ce qu'on commencera à faire. On n'a pas d'opinion à donner. On laisse ces pays gérer leurs affaires comme ils l'entendent. Et je pense que Sa Majesté a tracé la voie en appelant à une collaboration Sud-Sud et à ce que le Sud global se prenne en charge et qu'il sorte et qu'il ne remplace pas un colonisateur par un autre. Malheureusement, les réseaux de transmission ne fonctionnent pas parce que la vision, elle est intéressante. C'est une vision qui parle aux Africains. On leur dit ni Russie-Chine, ni France-Occident. Nous-mêmes, on se prend en main. Le Maroc doit, en répétant cette position, cette vision de Sa Majesté, dans toutes les instances africaines, dire on est là si vous avez besoin de nous. Mais on ne s'immisce pas dans vos pays. Et une fois que vous aurez choisi... C'est le principe de non-ingérence dans les affaires des autres pays. Et surtout... Et la centralité d'ailleurs de la diplomatie marocaine. Et puis surtout, privilégier les rapports équilibrés, d'égal à égal, entre peuples et pays ayant atteint le même stade de développement. Mais en apportant, juste pour conclure là-dessus, un regard extrêmement attentif à ce qui se passe au Gabon, ce qui se passe au Niger. Partout, on doit avoir des cellules de crise et des cellules de veille pour voir, parce que nous avons des investissements, donc il faut les protéger. On va voir si on peut faire des médiations quand on nous le demande. Le Maroc est une voie respectée et respectable. Maintenant, on ne s'immisce pas dans les affaires de ces pays. Une fois qu'ils auront retrouvé la voie qui est la leur, on est là pour aider, si on nous le demande. Et nous avons un projet qui est séducteur. Nous avons un projet de développement, de co-développement Sud-Sud. On n'est ni Russie, Chine, ni
France-Occident. Donc non. la troisième voie. La troisième voie, entre nous, on compte sur nos propres ressources. Et le Maroc a montré l'exemple en investissant massivement en Afrique. Et donc, c'est une voie qu'on peut développer avec tous les pays quand ils le souhaitent, si nous le demandent. Donc le wait and see, surtout maintenir ce principe. Pas le wait and see, il ne faut pas être négatif. Il faut maintenir une veille active, essayer de voir de quelle manière on peut aider dans la résolution des problèmes. Est-ce qu'on peut accueillir des discussions comme on a fait pour le cas de la Libye? Est-ce qu'on peut faire en sorte que les populations ne souffrent pas de situations de blocage qui s'éternisent? Mais on n'est pas là en donneur de leçons ou bien dans une attitude paternaliste. Les Africains ne supportent plus ça. Merci infiniment, professeur Nabil Adel, de cette lecture analytique, à la fois du dialogue social, nouvelle hausse du SMIC de 5% à partir du 1er septembre, sur cette rentrée politique, vous avez mis, vous, le curseur sur la rentrée scolaire, la rentrée éducative, et plus précisément sur le fait que la question linguistique, en tout cas le modèle linguistique n'était pas encore réglé pour cette rentrée scolaire. Vous dites, attention, vous tirez la sonnette d'alarme, parce que si ça, c'est pas réglé, ça va être difficile de régler tout le reste, malgré le fait qu'il y a une réforme et une rénovation, en tout cas de l'éducation éducative, pilotée d'ailleurs par Chakib Ben Moussa, depuis pratiquement 2 ans. Et votre lecture également sur tout ce qui se passe aujourd'hui à travers le monde, y compris sur le continent, nouvelles alliances ou pas nouvelles alliances. Vous dites de toute façon, le continent africain doit, putsch ou pas putsch, quels que soient les régimes, prendre son destin en main au service de chacun des citoyens africains, continent d'avenir. Tout à fait. Merci en tout cas infiniment à vous, Nabil Adel. Je rappelle, directeur du groupe de recherche en géopolitique et en géoéconomie de l'ESCAP.